comment allez-vous? Bien, merci. Je me mets là? Oui, c'est votre fauteuil. Pour commencer, pouvez-vous s'il vous plaît dire votre nom, votre poste et en quoi il consiste? Ok. Je m'appelle John Demers, D-E-M-E-R-S, et je suis le procureur chargé de la sécurité nationale pour le département de la justice des États-Unis. Vous savez, la Chine représente 80% des cas d'espionnage économique que nous avons traités au département de la justice depuis la mise en place de la législation dans les années 90. Mais pourquoi n'y a-t-il toujours pas de preuves irréfutables? C'est une bataille sans fin sur fond d'intérêts commerciaux et géopolitiques. Un affrontement discret mais permanent qui nous touche tous directement. Internet et tous nos objets connectés sont désormais un domaine de la guerre à part entière et tous les coups sont permis. La terre, la mer, le ciel, l'espace, le cyber, c'est un domaine, c'est un endroit, c'est un lieu. Dans ce théâtre d'opération, de l'espionnage à la 5G, un nouvel acteur est en passe de s'imposer. La Chine. Son objectif, devenir la première puissance mondiale en 2049, 100e anniversaire de la République populaire. Pour décupler ses capacités économiques, technologiques et militaires, la Chine est passée maître dans l'art de l'espionnage moderne. On considère souvent que la Chine a des services de renseignement de second rang. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je pense que nous les avons continuellement sous-estimés à notre propre détriment. Via le cyberespace, la Chine dérobe les secrets des entreprises les plus stratégiques. Ce groupe a ciblé au moins 9 entreprises. La plupart sont cotées en bourse. Devant l'éveil chinois, l'Amérique se réveille. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ne se sont pas privés d'espionner le monde entier, y compris leurs alliés. Mais ils ne sont plus seuls. L'enjeu pour l'hyperpuissance est vital. Ne pas perdre son rang de numéro 1 mondial. I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. I indicated that it has to stop. En coulisses, le gouvernement américain a lui aussi recours au piratage informatique. Dans une guerre commerciale, qui peut se prétendre complètement innocent? Derrière les claviers, l'affrontement entre les deux géants a l'allure d'une véritable guerre jamais déclarée officiellement. L'objectif de la Chine, pour le dire simplement, c'est de remplacer les États-Unis comme première superpuissance. Et elle utilise des méthodes illégales pour y parvenir. Vous croyez les déclarations du FBI, sérieusement? Nous exhortons certains responsables américains à rectifier leurs erreurs immédiatement et à cesser leurs remarques erronées sur la Chine. Quelle place pour l'Europe sur ce champ de bataille? Entre son allié historique américain et son nouveau partenaire économique chinois, son cœur balance. L'Europe est en quelque sorte prise en sandwich entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Comment réagit-elle lorsque ses communications diplomatiques sont piratées par la Chine? Vous savez, l'attaque dont vous parlez n'est qu'une des nombreuses attaques qui ont eu lieu, qui ont lieu et qui auront encore probablement lieu. Quelles sont les véritables capacités d'espionnage numérique de la Chine? Sont-elles exagérées par les États-Unis? Ou cette nouvelle cyberpuissance tente-t-elle de rebattre les cartes de l'ordre mondial? C'est une superpuissance cyber qui est là pour durer. C'est un acteur mondial. Que cela vous plaise ou non, il va falloir compter avec la Chine. La Chine est aujourd'hui le pays du monde qui compte le plus d'internautes.
Mais au début des années 2000, seuls 4 millions de Chinois avaient accès à Internet, moins d'1% de la population. À cette époque, la Chine s'apprête pourtant à entrer avec fracas dans le cyberespace et ses conflits. Deux événements internationaux qui opposent le pays aux États-Unis vont provoquer les premières cyberattaques chinoises. Le premier en 1999. Dans la nuit du 7 au 8 mai, lors d'une opération de l'OTAN en Yougoslavie, des missiles américains détruisent l'ambassade de Chine à Belgrade. La Chine exige que l'OTAN en assume l'entière responsabilité. En 2001, une collision entre deux avions militaires chinois et américains fait un mort côté chinois. Suite à ces deux événements, des sites web américains sont attaqués. Le Monde entend parler des pirates informatiques chinois pour la première fois. Vous avez travaillé comme experte pour la NSA pendant 14 ans ? 13, oui. 13 ans. La NSA est la puissante agence américaine d'espionnage des communications. Priscilla Moriucci y a dirigé le bureau d'analyse des cybermenaces asiatiques. Fin des années 90, début des années 2000, il y avait un groupe de personnes qui étaient impliquées dans ce que l'on a appelé la première guerre de hackers sino-américaine. C'était intéressant parce que c'était la première fois que des gens prenaient parti pour un État et utilisaient Internet comme moyen d'attaque à des fins politiques. Les attaques sont signées par deux groupes, la China Eagle Union et la Honker Union of China. Pour retrouver les sites de ces deux organisations, il faut faire un bond en arrière de 20 ans. Archive.org est une machine à remonter le temps sur Internet. En quelques secondes, nous voilà en 2001 sur la page d'accueil de la China Eagle Union. Bouclier de la nation et de la justice. Mon cœur est droit et radieux. Et celle de la Honker Union of China, l'union des hackers de Chine. Alliance de cybersécurité des hackers chinois. C'était une période de transition où l'image que les Chinois avaient d'eux-mêmes et de leur rôle était en plein changement. Cela s'est manifesté dans le cyberespace avec des groupes comme la Honker Union qui ont réalisé qu'ils avaient un outil, Internet, leur permettant de nuire aux États-Unis et ils l'ont utilisé. Ces hackers des origines, ces pères fondateurs, sont très connus en Chine, sont quelque part très respectés. Candice Trandai est l'une des rares expertes à avoir étudié cette première génération de pirates chinois. Et en plus, il y a un côté star system en Chine, dans la culture du hack, qui est vraiment très spécifique. Le côté vraiment renommé. Beaucoup d'internautes les admirent pour leur technicité, pour leur audace. Avec un sinophone dont nous protégeons l'identité, nous partons à la recherche de ces premiers pirates chinois. Nous listons les pseudonymes que nous trouvons. Après plusieurs semaines de recherche, nous avons des visages, des parcours, de vrais noms et même des adresses mail. Parmi eux, les leaders des groupes de cette première guerre de pirates sino-américaine. Eagle, fondateur de la China Eagle Union, décrit comme le parrain de cette génération. Et Lion, chef de la Honker Union of China, l'un des groupes les plus actifs de l'époque.
nous envoyons des mails à tous ces pirates via une messagerie sécurisée. Un seul accepte notre demande d'interview. Le parrain en personne, Eagle. Seule condition, ne pas montrer son visage. Pourquoi portez-vous un masque et des lunettes? J'ai bien réfléchi avant de faire cette interview. Je ne veux pas être reconnu. Mais vous pouvez m'appeler Eagle. Je suis né au début de la mise en place de la politique de l'enfant unique. J'avais beaucoup de temps pour moi. Dès que j'ai commencé à utiliser un ordinateur, j'ai été attiré par cet univers. Dans la culture chinoise, on a une expression. Accomplir une grande tâche avec peu d'efforts par des manœuvres astucieuses. C'est un peu ça, le hacking. Comment décririez-vous la culture hacking de l'époque? À la fin des années 90, les forums Internet étaient un des moyens de communication les plus populaires. C'est à ce moment-là que j'ai créé le mien, China Eagle Union. À sa fondation, on parlait de sujets techniques, de sujets d'ordre social. On commençait à découvrir le monde extérieur. J'ai donc décidé d'orienter mon forum vers ce type de discussion politique. En 2001, il y a eu une collision entre deux avions militaires américains et chinois. Cet événement nous a beaucoup affectés. Après cet incident, des groupes de hackers américains ont piraté des sites web chinois. Avec deux autres amateurs en cybersécurité, nous avons mené une campagne de représailles. On a voulu répliquer en piratant à notre tour des sites internet américains. Eagle lance un appel sur son site à tous les pirates informatiques chinois. Plan d'action contre l'hégémonie et pour l'union de la Chine. But, lancer un avertissement à toutes les forces anti-chinoises qui tentent de diviser le pays. Méthode, tous les moyens informatiques disponibles. Avec son groupe, la China Eagle Union, il vise un symbole de la puissance américaine, la Navy. Voici l'un des sites de la marine américaine en 2001. Eagle et sa bande remplacent son contenu par leur slogan patriotique. Les hackers patriotes de Chine vont mettre fin à toutes les formes d'impérialisme. Tous les Chinois doivent être unis et lutter pour l'honneur de notre patrie. On a des hackers patriotes qui vont agir quand la Chine est critiquée. Et forcément, il y a un moment, ça va, entre guillemets, arranger le gouvernement chinois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à d'autres moments, ça va déranger le gouvernement chinois. En mai 2001, l'État chinois désavoue les jeunes pirates nationalistes. Un éditorial du quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Parti communiste, déclare que les attaques des pirates sont illégales. Les attaques et les sabotages de sites web, qu'ils viennent des hackers américains ou chinois, sont des actes impardonnables et illégaux. Il n'est pas exagéré de parler de cyberterrorisme. Un rappel à l'ordre qui n'étonne pas l'ex-espion britannique Nigel Inkster. Que pouvez-vous dire de vos anciennes fonctions? J'ai travaillé pour le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. À mon départ, j'occupais le poste de directeur des opérations et du renseignement. Tout d'abord, le Parti communiste chinois n'aime pas les organisations qui échappent à son contrôle. Il les voit comme un défi et comme une menace. Ensuite, dans les faits, le comportement de ces groupes de pirates patriotiques était potentiellement néfaste pour les intérêts de la Chine, tel que le voyait le parti.
Donc pour ces deux raisons, il fallait les contrôler. En 2001, la Chine s'apprête à bousculer son histoire et celle du monde. Elle est sur le point d'intégrer l'Organisation mondiale du commerce et de devenir un acteur majeur des échanges internationaux. C'est un pas décisif vers le statut de puissance mondiale. Eagle, Lion et les autres sont sacrifiés au profit de la nouvelle respectabilité économique du pays. En 2002, nous avons déclaré que nous ne ferions plus de piratage. Nous avions exprimé notre colère. Nous devions désormais travailler au service du pays. Et puis, le forum devenait problématique. Enfin, sa gestion. Parce que quand vous gérez un forum, vous êtes responsable de tout ce qui est posté. Si des rumeurs sont publiées, vous en êtes responsable. Et ça, c'est très stressant à gérer. Eagle dissout son organisation, ses membres se dispersent. Après, chacun a suivi son chemin. Certains ont rejoint des entreprises de cybersécurité et d'autres les rangs de la cyberpolice. Il y avait là un groupe de personnes avec les capacités informatiques requises, qui exprimaient une volonté de mettre ces compétences au service de l'État, à leur façon. Le potentiel était là, et je pense qu'il a été exploité. Servir le peuple. Qui, parmi ces hackers de la première heure, aurait répondu à l'appel? Sur le site de Wikileaks, le groupe de journalistes qui publie des documents classifiés et des fuites de sources anonymes, nous retrouvons des références aux premières cyberattaques étatiques chinoises documentées par les États-Unis. Selon un autre télégramme secret, Lion aurait été recruté par une entreprise chargée de formation pour l'armée chinoise, Topsec. Topsec a recruté un célèbre pirate chinois, Lin Yong, alias Lion, chef de la Anchor Union of China. Topsec fournit des services et des formations à l'armée populaire de libération de la Chine. Lion apparaît 8 ans plus tard, lors d'une conférence de cybersécurité à Shanghai. Il n'a rien perdu de son aura, ni de ses convictions. Lion, fondateur de Anchor, autrefois l'idole d'une génération de jeunes gens du milieu. C'est le sentiment national de l'époque qui a donné naissance à notre organisation. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Si nous ne crions pas, qui le fera? Lion dicte. Nous avons tous été jeunes. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous grandi. Nous souhaitons faire évoluer nos capacités techniques de l'attaque vers la défense, de la destruction vers la construction. Lion invite les hackers à se détourner du piratage pour se mettre au service du pays et contribuer au développement informatique de la Chine. Cette nouvelle ligne directrice devient officielle 4 ans plus tard par la voix du nouveau président chinois, Xi Jinping. « 13.5时期，发展积极向上的网络文化，拓展网络经济的空间，促进网络、互联网和经济社会发展融合发展。” Jeff Moss est l'un des experts en cybersécurité les plus réputés. Cet Américain est le fondateur des plus grandes conférences mondiales de sécurité numérique, DEF CON et Black Hat. En 2018, il lance une édition chinoise de DEF CON, symbole de l'essor fulgurant du cyber en Chine.
Il y a 5 ou 6 ans, le président est intervenu à la télévision pour dire que la cybersécurité était essentielle au futur de la Chine. Le futur sera connecté. Le futur, c'est Internet. Pour réussir, il faut être capable de le protéger. C'est pourquoi les experts en sécurité sont essentiels à l'avenir de l'économie chinoise. Du jour au lendemain, les universités ont commencé à proposer des cours de sécurité. Les entreprises se sont ruées sur les hackers et les spécialistes en sécurité. Ces passionnés, qui pratiquaient dans leur coin, ont soudain été très demandés. Les premiers pirates chinois, rentrés dans le rang, contribuent à l'incroyable ascension du pays. La Chine devient la 2e puissance économique mondiale. Prochain objectif, être numéro 1. La Chine déploie alors sa force cyber pour surpasser les États-Unis. Sa stratégie, voler les secrets industriels des plus grandes entreprises. C'est du moins ce qu'affirment les responsables américains. Je suis John Carlin. J'ai passé l'essentiel de ma carrière au département de la justice. Quand j'étais procureur, je suis allé dans un établissement sécurisé qui abritait à la fois les services de renseignement et les forces de l'ordre. Il y avait un écran géant en arrière-plan de la taille d'un écran de cinéma. Il montrait en temps réel ce que la Chine, ce que les pirates chinois faisaient aux entreprises américaines. Ils volaient les données de recherche et développement, la propriété intellectuelle, les stratégies de négociation commerciale d'une entreprise. Nous assistions à la fuite de toutes ces informations. Elles sortaient des États-Unis et partaient vers la Chine. Nous avons décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie américaine est offensive et publique. Elle est annoncée en grande pompe lors d'une conférence de presse du département de la justice. Aujourd'hui, nous annonçons l'inculpation de 5 officiers de l'armée populaire de libération de la Chine pour une série d'intrusions informatiques contre 6 entreprises américaines. Nous affirmons que les membres de l'unité 61-398 ont conspiré pour pirater les ordinateurs de 6 victimes américaines et voler des informations permettant d'avantager leurs concurrents. Les États-Unis ne se contentent pas d'identifier la section militaire chinoise responsable de ce piratage. Ils vont plus loin. Pour la première fois, nous révélons les visages et les noms de ceux qui, derrière les claviers à Shanghai, ont volé des entreprises américaines. À l'initiative du FBI, des avis de recherche réservés habituellement aux pires ennemis de l'Amérique sont édités avec les noms et les visages des pirates chinois. Vous attendiez-vous à ces posters? Non. Je ne m'attendais pas aux avis de recherche. Et je ne suis pas sûr que j'étais pour à l'époque. Rétrospectivement, je pense que c'était la bonne chose à faire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour pouvoir se représenter les coupables, pas seulement les services de renseignement militaires chinois en général, mais les visages, les noms, qui étaient assis derrière l'écran, qui tapaient sur le clavier. Deuxièmement, il fallait rendre cela public, ne pas le garder secret. Et troisièmement, sanctionner ce comportement pour qu'il ne reste pas impuni et pour qu'il cesse. Ça a été un grand choc pour les dirigeants chinois. Je ne crois pas qu'ils pensaient possible d'identifier les cyberattaquants. Ça les a vraiment fait réfléchir. L'État chinois est contraint de faire des concessions. En 2015, la Chine et les États-Unis s'engagent à ne plus utiliser leurs armes numériques pour dérober des secrets commerciaux.
Good afternoon, everybody. Please have a seat. 中国坚决反对和打击包括网络、商业窃密在内的各种形式的黑客攻击活动。美方在这方面呢，如果有关切，我们都可以通过既有的渠道来表达。We've agreed that neither the U.S. or the Chinese government will conduct or knowingly support cyber-enabled theft of intellectual property, including trade secrets or other confidential business information for commercial advantage. I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. I indicated that it has to stop. The United States government does not engage in cyber economic espionage for commercial gain. Les États-Unis, à l'initiative de cette rencontre, sont eux-mêmes empêtrés dans des scandales d'espionnage. Depuis 2 ans, les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden sur la surveillance américaine massive des citoyens, des entreprises et des politiques embarrassent l'administration Obama. Du point de vue européen, c'est assez difficile de faire la différence entre les piratages chinois ciblant les grandes entreprises et les piratages des services de renseignement américains. À la NSA, il est illégal d'utiliser les ressources gouvernementales pour des raisons économiques, même si c'est pour soutenir la plus grande entreprise américaine. C'est illégal. Cette restriction n'existe pas forcément au sein des services de renseignement de certains pays européens, par exemple, et elle n'existe certainement pas au sein des services de renseignement chinois. Après cet accord, les attaques ont-elles cessé? Non. En fin de compte, c'était une excellente discussion sur le moment, mais nous n'avions aucun moyen de faire respecter cet accord. L'accord des 2 leaders n'est pas respecté sur le terrain. Les attaques continuent et les accusations américaines de piratage s'enchaînent, toujours en grande pompe. Nous annonçons aujourd'hui des chefs d'accusation contre 2 pirates informatiques chinois, Zhu Hua et Zhang Shilong. La campagne de piratage des accusés a également visé des agences gouvernementales américaines, dont les laboratoires de la NASA, le ministère américain de l'énergie et la marine américaine. Je suis ici pour annoncer l'inculpation de pirates informatiques de l'armée chinoise, plus précisément de 4 membres de l'armée populaire de libération, pour avoir pénétré dans les systèmes informatiques de l'agence de crédit Equifax et pour avoir volé les informations personnelles sensibles de près de la moitié des citoyens américains. Les industries ciblées comprenaient la fabrication de haute technologie, les appareils médicaux, l'ingénierie civile et industrielle, les logiciels commerciaux, éducatifs et de jeux, l'énergie solaire, les produits pharmaceutiques et la défense. Parfois, la bataille semble sans fin. Au total, 35 individus ont été inculpés pour leur implication dans des opérations chinoises d'espionnage informatique. Parmi eux, des pirates, des militaires gradés, mais aussi des agents de terrain, des recruteurs ou des informateurs. Tant que ces personnes restent en Chine, elles sont hors de portée. Il y a eu des cas où des Chinois impliqués dans le cyberespionnage ont été arrêtés en dehors de la Chine et poursuivis. C'est arrivé. Mais tant qu'ils restent en Chine, les responsables de ces opérations ne sont pas en danger. Sur 35 accusés, seulement 3 ont été arrêtés. 2 sont en attente d'une extradition vers les États-Unis depuis la Malaisie. Un seul a effectivement été condamné. Après 18 mois de détention aux États-Unis, il est rentré en Chine libre. Nous ne pouvons pas les arrêter, les juger et les enfermer. Pas aujourd'hui, du moins. Mais un jour, ces criminels feront une erreur. Et nous serons là. À Pékin, comment Eagle, l'ex-pirate patriote, réagit-il à ces accusations américaines? Que pensez-vous de la façon dont les États-Unis dépeignent les hackers chinois?
Je ne veux pas être méchant, mais c'est vraiment une question ennuyeuse. En coulisses, le gouvernement américain a lui aussi recours au piratage informatique. Le lanceur d'alerte américain Edward Snowden a révélé certains de leurs outils, de leurs méthodes et de leurs techniques. Dans une guerre commerciale, qui peut se prétendre complètement innocent? Après les États-Unis, l'Europe est-elle la nouvelle cible? Loin des déclarations officielles tonitruantes de Washington, c'est dans les articles de journalistes spécialisés qu'il faut chercher. Un groupe de pirates chinois, appelé Winty, aurait attaqué les fleurons de la technologie allemande. Le reporter Hakan Tanriverdi a identifié certaines des entreprises victimes. En Allemagne, ce groupe a ciblé au moins 9 entreprises. La plupart sont cotées en bourse. On parle de grands noms comme Siemens, BASF ou Bayer, qui est une entreprise de chimie, Lanxess, une autre entreprise de chimie. Et puis il y a Henkel. Vous connaissez peut-être les produits qu'ils fabriquent, des produits de beauté ou de nettoyage. Mais ce qu'ils produisent aussi, c'est de la colle industrielle. Si vous voulez fabriquer un avion et coller différentes pièces entre elles, vous n'utiliserez pas de colle normale. Vous utiliserez de la colle industrielle. C'est une de leurs spécialités. 3 grams of adhesive. 1 hour. Ce n'est pas vraiment de la colle normale. C'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir sur les mains. Avez-vous réussi à savoir si cela a été volé par les pirates? Toutes les entreprises que nous avons contactées nous ont répondu une variante de la phrase « À notre connaissance, aucune information sensible n'a été volée » ou « Peu d'informations sensibles ont été volées ». Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils annonceraient « Oui, bien sûr, ils ont volé toutes nos informations importantes ». Nier la gravité des attaques. Est-ce la stratégie de défense adoptée par l'Europe pour ne pas froisser son partenaire économique chinois? Je pense que jusqu'où? Lors de notre enquête, nous découvrons une attaque qui aurait dû faire l'effet d'une bombe. Entre 2015 et 2018, des milliers de documents diplomatiques ont été volés. Ces documents, appelés des câbles, proviennent de Coreu, le système de messagerie diplomatique de l'Union européenne. Cet outil informatique connecte les États membres de l'Union aux institutions européennes. Il est destiné à faciliter la coopération en matière de politique étrangère et de gestion de crise. Federica Bicchi, professeure en relations internationales, est l'une des rares à avoir étudié le fonctionnement de Coreu. C'est un sujet de spécialiste, mais en fait c'est assez important. On pense souvent que les diplomates se rendent à Bruxelles pour discuter en face à face, mais la réalité est bien sûr différente. La grande majorité des échanges se font en fait par email ou par voie électronique. Et le système Coreu a été lancé très tôt pour remplir cette fonction de manière sécurisée. En mettant la main sur cette grande quantité de documents classifiés, les pirates peuvent suivre au jour le jour l'élaboration de la politique étrangère européenne. Dans l'un des câbles volés, un responsable de mission européen met en garde contre les velléités chinoises en Afrique.
L'Union européenne bénéficierait d'une réévaluation de sa stratégie concernant son engagement avec la Chine et l'Afrique, en considérant la Chine comme un partenaire, mais aussi comme un concurrent, voire comme une menace. Pourtant, ce vol de données sensibles de l'Europe n'a pas été révélé par ses agences de renseignement, mais par une entreprise américaine de cybersécurité, Area One. Son court rapport sur l'attaque explique que les pirates n'ont pas ciblé le système Coreu lui-même. Ils se sont introduits dans l'un des points du réseau, le ministère des Affaires étrangères de Chypre. C'est là, dans un serveur interne, qu'ils auraient mis la main sur des milliers de documents provenant de Coreu. Nous rencontrons Oren Falkovits, le président d'Area One. Il est de passage à Berlin, en Allemagne. Avant de travailler dans le privé, il était membre d'une unité de pirates d'élite de la NSA, l'agence de renseignement cyber des États-Unis. L'ancien hacker américain est catégorique. La Chine est responsable du piratage de Coreu. Quel est votre degré de certitude sur la responsabilité de la Chine dans cette attaque ? 100%. 100%. Nous employons des experts renommés, ce sont eux qui signent le rapport. Personne n'a réfuté nos affirmations, vous savez. Elles sont factuelles et je pense qu'il n'est pas nécessaire de gâcher des pages et des pages de papier pour quelque chose qui peut être dit en une phrase. Qu'est-ce qui vous a permis d'établir que les pirates avaient accès aux câbles Coreu ? Les câbles eux-mêmes. Nous avons vu les attaquants voler les câbles et nous avons vu les câbles eux-mêmes. Donc c'était assez évident. Comment les avez-vous vus ? Tradition de l'espionnage oblige, ce spécialiste en sécurité garde ses méthodes secrètes. Comment les pirates ont-ils eu accès au câble Coreu ? Pouvez-vous nous expliquer l'attaque ? Comme dans toute cyberattaque, ça commence par du phishing, de l'hameçonnage. C'est une tentative de pousser un utilisateur, un humain comme vous et moi, à faire quelque chose involontairement. Cela peut être un email contenant un lien, vous devez réinitialiser votre mot de passe de messagerie Google ou Microsoft. En réalité, c'est un faux site web et vous venez de donner à l'attaquant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 95% des attaques cyber commencent par du phishing. À quel point cette attaque était-elle sophistiquée ? Je pense qu'elle n'était pas sophistiquée, donc non sophistiquée. Il y a les cyberattaques comme on les lit dans les journaux, les cyberattaques comme on les voit dans les films, et puis il y a la réalité, ce qu'il se passe vraiment. L'essentiel de l'activité de ce groupe de pirates chinois n'est globalement pas sophistiqué, elle est ordinaire. Mais cela montre ce qu'il est possible d'accomplir en étant ordinaire. À ce stade, seul Oren Falkovits et sa société Area One attribuent ce piratage de la diplomatie européenne à la Chine. Après plusieurs mois d'enquête, personne ne nous confirme ni ne nous dément cette attaque et son origine chinoise. Faut-il croire Area One, dont les fondateurs sont d'anciens agents américains ? Un contact, dont nous protégeons l'identité, nous envoie une information qui fait basculer notre enquête. Un mot de passe utilisé par les attaquants. Explication. Les documents diplomatiques européens sont stockés dans les systèmes informatiques du ministère des Affaires étrangères chypriote. Les pirates ont réussi à s'y introduire. Mais pour éviter d'être repérés, ils n'ont pas récupéré directement les câbles diplomatiques. Ils les ont regroupés dans un fichier
protégés par leur propre mot de passe. LoveZK 1980. En cherchant ce mot de passe sur le web chinois, nous trouvons un internaute dont le pseudonyme est LoveZK 1980. À notre connaissance, il n'en existe pas d'autres. Sur l'un des forums de discussion chinois les plus populaires, l'utilisateur LoveZK 1980 publie en 2012 plusieurs messages dans la rubrique militaire. Une formulation erronée dans un de mes messages au sujet d'un cadre dirigeant a causé un grand malentendu au sein de l'état-major. Je me suis excusée de ma faute. Je vous demande donc de bien vouloir supprimer le message. Dans un autre post, il précise l'état-major général 3e département, la branche de l'armée chinoise spécialisée à l'époque dans le cyberespionnage. C'est de ce département que dépendaient les militaires chinois mis en examen par les États-Unis en 2014. Dans un registre commercial, nous trouvons LoveZK 1980 à nouveau, sous une forme différente. Une adresse mail pour contacter une entreprise d'un groupe informatique. La société principale de ce groupe est située dans une grande ville du sud-est de la Chine. Nous nous rendons sur place. L'entreprise est bien à l'adresse indiquée. Son nom est sur la plaque d'entrée de l'immeuble. Sur ce grand site chinois d'offres d'emploi, cette société indique avoir besoin de traduire des documents rédigés dans des langues européennes. Description du poste. Recherche et analyse de divers documents liés à des rapports. Compétences requises. Bonne maîtrise de l'actualité. Bonne maîtrise de l'actualité. Une des compétences nécessaires pour décrypter les documents de Corée. Même si rien ne permet d'affirmer que l'entreprise recrute pour traduire les câbles volés, elle a besoin de personnes de confiance. Dans une autre annonce, elle précise donner la priorité aux membres du Parti communiste. Équipé d'une caméra discrète, un journaliste sinophone de notre équipe se fait passer pour un candidat. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu une annonce sur Jipin. Vous cherchez des traducteurs? Mais on cherche des Chinois. Ah ok, j'ai compris. On cherche des gens qui habitent ici, des Chinois. Ok. Vous êtes de quel pays? De France. Ah, pour le français, on a déjà quelqu'un. En ce moment, on ne cherche personne. Désolé. Ok. Notre objectif ce jour-là, confirmer l'existence de cette société et de son besoin de traducteurs. Sur le site d'offres d'emploi, le dirigeant renseigné pour cette entreprise porte les initiales ZK, comme dans LoveZK 1980. Il affirme avoir de nombreuses années d'expérience professionnelle dans les ministères chinois. Quelques jours plus tard, nous tentons de le joindre par téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que je suis bien chez l'entreprise
Qui êtes-vous? Je suis journaliste pour la télévision française. Nous nous intéressons aux entreprises chinoises de technologie. Votre société semble avoir des activités dans ce domaine. Nous voudrions en savoir plus. Je ne suis pas intéressé. Nous souhaiterions interviewer votre PDG. Pouvez-vous lui transmettre notre message? Ce n'est pas possible, merci. Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Merci de rappeler ultérieurement. Nous réessayons par mail. L'entreprise ne donnera jamais suite à nos demandes répétées d'interview. Silence également du côté de son Excellence Xu Lai, ambassadeur de Chine en France. Récapitulons. Des documents confidentiels diplomatiques européens ont été volés en masse. Une société américaine affirme qu'il s'agit d'une cyberattaque chinoise. Le mot de passe des pirates, LoveZK 1980, sans établir de preuves définitives, pointe vers le patron d'une entreprise informatique chinoise qui recherche des traducteurs en langues européennes. Que sait l'Union européenne de cette attaque ? Alors, vous êtes responsable des questions cyber pour l'Union européenne ? Je suis le directeur général de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne au sein du Service européen d'action extérieure, qui est en quelque sorte le service diplomatique de l'Union européenne. Et cela inclut la cybersécurité. Nous enquêtons sur une affaire révélée en 2018. Il s'agit du piratage de Corée. En avez-vous entendu parler? Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Vous savez, cette attaque n'est qu'une des très rares attaques, des très nombreuses attaques qui ont eu lieu, et qui auront encore probablement lieu. Donc, de notre côté, nous sommes constamment confrontés à ce défi. Mais donc, il y a bien eu un piratage, n'est-ce pas? Je ne peux pas commenter ces fuites qui sont apparues dans plusieurs médias. Le diplomate reconnaît à demi-mot le piratage de Corée. Puis, il botte en touche. Y a-t-il eu une réponse diplomatique de l'Union européenne à la suite de cet incident ? Nous avons à notre disposition plusieurs possibilités de réponse. Mais j'aimerais ne pas entrer dans les détails de l'attaque dont vous parlez. Du côté de l'Union européenne, comme vous le savez, nous n'avons attribué aucune attaque à personne. Pourquoi ? L'attribution est une compétence des États membres. L'attribution au niveau de l'Union européenne serait un processus très difficile et probablement très long. Pour accuser un pays tiers de cyberattaque, un accord des 27 États membres de l'Union européenne est nécessaire. Nous pensons avoir identifié les auteurs de ce piratage. Nous avons suivi une piste qui nous a menés jusqu'à une adresse en Chine. L'Union européenne a-t-elle réussi à identifier les opérateurs de ce piratage ? Désolé, encore une fois, je ne peux pas entrer dans ces détails. L'Union européenne est-elle trop faible pour s'exprimer sur ces cyberattaques et affronter la Chine ? Non, je suis en total désaccord avec l'idée que nous sommes trop faibles pour confronter qui que ce soit.
Notre interlocuteur s'en tient à la ligne officielle. Il lit, presque mot pour mot, une fiche éditée par la communication de l'Union européenne quelques mois plus tôt. Pour nous, la Chine est à la fois un partenaire, un concurrent économique et un rival systémique. Nous voulons poursuivre un engagement réaliste, efficace et cohérent avec la Chine, sur la base de nos valeurs et de nos intérêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. En langage diplomatique, les mots sont forts. La Chine est désormais un rival systémique, un concurrent dans tous les domaines. Mais sur l'attaque de ces communications diplomatiques, l'Europe continue à faire profil bas. Ils minimisent ce problème, malgré son origine bien claire. Par conséquent, ils ne vont pas expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Parce que la situation est déjà assez mauvaise comme ça. Les responsables de Washington, eux, espèrent une attitude plus agressive de l'Europe sur le cyberespionnage chinois. On croit souvent que fermer les yeux fera disparaître le problème, mais ce n'est pas le cas. Attendre avant d'aborder ce sujet est une erreur. Ils auront plus d'influence, ils seront plus puissants. C'est maintenant qu'il faut tenter de fixer des règles.